Je m'appelle Catherine, j'ai 34 ans et je suis assise au tribunal des affaires familiales, regardant mon mari depuis 8 ans rire en signant les papiers du divorce. James m'a toujours vue comme une simple jolie épouse, sans ambition. Il ne se doutait pas que pendant qu'il me trompait avec une collègue, je bâtissais mon propre empire juste sous son nez. Le juge s'apprête à lire ma déclaration de patrimoine, et j'attends avec impatience de voir ce sourire suffisant s'effacer de son visage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Avant de vous raconter comment ce sourire a disparu, dites-moi d'où vous me regardez. Et mettez un j'aime si vous avez déjà dû vous affirmer alors que personne ne s'y attendait. J'étais une fille d'une petite ville de l'Indiana qui a déménagé à Chicago pour ses études, avec de grands rêves. J'ai étudié le design graphique et j'étais déterminée à réussir dans la grande ville malgré mes origines modestes. Mes parents m'ont toujours appris la valeur du travail acharné et de l'épargne, des leçons qui se révéleraient plus tard inestimables. J'ai rencontré James lors d'un gala de charité pour un hôpital pour enfants. J'y étais parce que je m'étais porté volontaire pour concevoir leur support promotionnel, et lui, comme je l'ai découvert plus tard, était là pour soigner son image. James venait d'une famille riche, travaillait comme banquier d'affaires et dégageait cette confiance que l'on a quand on n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Vous n'avez pas l'air à votre place ici. Ce furent ses premiers mots, et je réalise maintenant qu'ils étaient à la fois une insulte et un avant-goût de toute notre relation. Mais à l'époque, son sourire charmeur et sa capacité à m'accorder toute son attention pendant nos conversations m'ont fait ignorer ce signal d'alarme. Notre romance a été un tourbillon. James m'emmenait dans des restaurants où les menus n'affichaient pas de prix, organisait des week-ends improvisés à New York et m'a fait découvrir un style de vie que je n'avais vu que dans les films. Il semblait parfait, attentionné, brillant et apparemment amoureux de moi. Malgré mes origines modestes, je gagnais un humble salaire en tant que designer graphique junior dans une agence de marketing. J'aimais mon travail, les défis créatifs et la satisfaction de voir mes créations prendre vie. Mais James appelait ça un petit boulot et suggérait souvent que j'arrête complètement. Pourquoi t'épuiser pour des miettes alors que je peux tout offrir ? Disait-il, sans comprendre que ma carrière n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'identité, d'indépendance. Il m'a demandé en mariage 6 mois après notre rencontre, dans un restaurant chic avec vue sur les toits de Chicago. La bague était énorme, le champagne hors de prix, et le moment était parfaitement orchestré pour un effet maximal. Quelques autres clients ont même applaudi. Cela ressemblait à un conte de fées, et sans la moindre hésitation, j'ai dit oui. Notre mariage fut modeste mais élégant. C'était mon choix, malgré la pression de sa famille, pour organiser une fête extravagante avec des centaines d'invités. Avec le recul, je réalise que c'était l'une des rares fois où j'ai tenu bon face aux attentes de la famille Shannon. Un mariage modeste pour une fille modeste, avait commenté sa mère, Hélène, avec un sourire pincé qui n'atteignait pas ses yeux. C'était mon premier véritable aperçu de la façon dont sa famille me voyait, comme quelqu'un qui n'était pas tout à fait digne de leur fils. Après notre lune de miel aux Maldives, nous avons emménagé dans le luxueux appartement de James au centre-ville de Chicago. Tout y était élégant, cher et froid, un peu comme sa famille. J'ai essayé d'ajouter des touches personnelles, des photos, des œuvres d'art colorées. Mais James préférait un style minimaliste qui mettait en valeur sa richesse, pas notre identité de couple. Les premiers signes de problème sont apparus quelques mois seulement après notre installation. James remettait en question chacune de mes décisions en matière de décoration, critiquait mon choix d'amis et lançait des pics subtils sur ma carrière. Le design graphique, c'est tellement basique, a-t-il dit un jour après avoir rencontré mes collègues. Tu as le potentiel d'être extraordinaire, mais tu le gaspilles sur des logos pour des entreprises sans nom. J'ai essayé de m'intégrer à son cercle social, composé de femmes d'autres banquiers d'affaires et de cadres qui passaient leur journée au spa ou à organiser des galas de charité. Elles étaient polies en face, mais ne m'ont jamais vraiment accepté. Lors d'un dîner, j'ai surpris l'une d'elles me désigner comme l'expérience de la classe moyenne de James. Au lieu de me défendre, James m'a suggéré plus tard de faire plus d'efforts pour m'intégrer, de moderniser ma garde-robe ou de me mettre au tennis. Elles ont juste besoin de voir que tu fais un effort pour t'adapter à notre style de vie, a-t-il expliqué, comme si ma personnalité était quelque chose à corriger. Les premières années ont été un étrange mélange de luxe et de solitude, de cadeaux somptueux et d'un sentiment de valeur personnelle qui s'amenuisait. Je devenais lentement la femme que James voulait que je sois, une belle épouse qui faisait bien à son bras. La femme indépendante et créative que j'étais autrefois commençait à s'estomper. 2 ans après le début de notre mariage,
La tension qui couvait sous la surface a commencé à éclater. James avait toujours épluché nos finances, mais son comportement est devenu de plus en plus contrôlant. Bien que nous ayons des comptes joints, il scrutait chaque achat que je faisais, tandis que lui-même dépensait sans compter. « As-tu vraiment besoin d'un autre kit de peinture ?» me demandait-il en étudiant mon relevé de carte de crédit. C'est 200 $ qui auraient pu être investis. Pendant ce temps, il dépensait des milliers de dollars sans hésiter pour de nouvelles montres ou des clubs de golf. Peu à peu, je me suis retrouvé isolé de mes amis et de ma famille. Les visites à mes parents dans l'Indiana se sont raréfiées, car James avait toujours des excuses, événements professionnels, dîner avec des clients, ou simplement le fait que Winfield était trop provincial à son goût. Mes amis d'université ont cessé d'appeler après que James leur a fait comprendre qu'elle n'était pas assez raffinée pour sa maison. Ton ami Heather a demandé si notre vin était local, s'est-il moqué après un dîner que j'avais organisé. Comme si nous allions servir du vin local. C'était embarrassant, Catherine. Ma carrière, autrefois une source de fierté, est devenue un champ de bataille constant. Quand on m'a offert une promotion au poste de designer senior, James n'a pas célébré. Est-ce qu'une modeste augmentation de salaire vaut vraiment les heures supplémentaires passées loin de la maison? Nous prévoyons de fonder une famille bientôt, tu te souviens? C'était une nouvelle pour moi. Chaque fois que j'abordais le sujet des enfants, il disait que le moment n'était pas opportun. C'est à cette époque que je me suis découvert une passion pour le marketing numérique. L'agence pour laquelle je travaillais élargissait ses services, et je me suis porté volontaire pour explorer l'analyse de données et la stratégie. Il s'est avéré que j'avais un vrai talent pour comprendre le comportement des consommateurs et créer des campagnes ciblées qui donnaient des résultats. Enthousiasmé par cette nouvelle direction, j'ai partagé avec James mon idée de créer ma propre agence de marketing numérique. Sa réponse a été dévastatrice. Catherine, sois réaliste. Gérer une entreprise demande un sens des affaires, et ce n'est pas vraiment ton point fort. D'ailleurs, la plupart des petites entreprises font faillite la première année. Nos attitudes différentes envers l'argent mettaient en lumière un fossé plus profond. James croyait en la richesse ostentatoire, la bonne adresse, la bonne voiture, les bonnes destinations de vacances, tout pour maintenir une image de succès. Élevé avec des valeurs de classe moyenne, je croyais en l'épargne, aux investissements intelligents et à la valeur réelle, pas seulement aux prix élevés. À notre 3e anniversaire de mariage, les retours tardifs de James du travail étaient devenus la norme et non l'exception. Gros clients, volatilité du marché, rapport trimestriel. Ses excuses variaient, mais son absence restait constante. Je dînais seul, me couchais seul, et de plus en plus, je menais la vie d'une femme célibataire, mais sous la surveillance financière d'un enfant recevant son argent de poche. Notre première dispute vraiment sérieuse a eu lieu après la réunion de Noël annuelle de sa famille. Sur le chemin du retour, sa mère nous avait demandé sans détour quand nous allions lui donner des petits-enfants. J'avais mentionné que j'étais prête dès que James le serait, mais il avait rapidement changé de sujet. À la maison, quand j'ai essayé d'en reparler, sa réponse a été glaciale. Les enfants sont une énorme responsabilité et une dépense considérable, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Avec ta modeste carrière et les attentes de ma famille, nos enfants auraient besoin de fonds en fiducie, d'écoles privées, des bonnes relations. Nous ne sommes pas prêts financièrement. Pas prêts? Ai-je demandé, sincèrement confuse. James, tu gagnes des millions. Ta famille a une richesse générationnelle. Qu'est-ce qu'on attend? Sa réponse fut révélatrice. Mon argent n'est pas le problème. Tu ne t'es pas encore établi correctement. Que apporterais-tu à l'avenir de notre enfant? La cruauté de ses paroles s'est intensifiée de jour en jour. Son attitude méprisante envers ma carrière, qu'il qualifiait d'insignifiante, n'a fait que renforcer ma détermination. J'avais besoin d'indépendance financière, non seulement pour moi, mais aussi pour ma santé mentale. Cette semaine-là, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque, en mettant en place un petit virement automatique depuis mon salaire. Juste assez pour passer inaperçu aux yeux de James, mais suffisant pour commencer à construire quelque chose à moi. En parallèle, j'ai commencé à me renseigner sur l'indépendance financière, lisant des livres sur l'investissement, suivant des cours de commerce en ligne gratuits, et m'abonnant à des newsletters sur l'entrepreneuriat. Je faisais tout cela en navigation privée, soucieuse de ne laisser aucune trace numérique que James pourrait trouver. La femme qui était autrefois éblouie par les grands gestes et les dîners raffinés réalisait lentement qu'elle vivait dans une cage dorée et planifiait son évasion, étape par étape. Pendant que James continuait de rentrer tard du travail, je posais les fondations de mon indépendance.
Avec mes économies croissantes, j'ai enregistré une petite entreprise, Catherine Grand Digital Solutions, et j'ai créé un site web simple mais professionnel avec un portfolio et une liste de services. Le premier défi était de trouver du temps pour travailler sur l'entreprise sans que James le sache. J'ai transformé notre chambre d'amis rarement utilisée en bureau à domicile, en disant à James que j'avais besoin d'un espace pour des projets en freelance afin de compléter nos revenus. Il l'a à peine remarqué, balayant mes efforts d'un revers de main, les qualifiant de passe-temps. Du moment que ça n'interfère pas avec nos obligations sociales, fut sa seule condition. Ma première cliente est arrivée par hasard dans un café du quartier. J'ai entendu Sofia Alvarez, la propriétaire d'une petite mais très appréciée boulangerie, se plaindre du coût des agences de marketing. Je ne peux pas me permettre 5 000 $ pour une campagne, mais je perds des clients face aux chaînes de boulangerie, disait-elle au barista. Je me suis présenté, j'ai parlé de mon expérience et j'ai proposé de l'aider pour une somme modique, expliquant que je cherchais à constituer mon portfolio. Sofia a tenté sa chance, et les résultats ont dépassé nos deux attentes. L'engagement sur ses réseaux sociaux a augmenté de 300% et une campagne de mailing ciblée a attiré de nouveaux clients professionnels. Ce succès avec Sofia n'était pas seulement ma première victoire professionnelle. Il m'a apporté une véritable amitié, quelque chose qui me manquait cruellement dans le cercle social guindé et performatif de James. Elle était authentique, travailleuse et appréciait mes compétences d'une manière que James n'avait jamais fait. « Tu as un don », m'a-t-elle dit un jour autour d'un café. « Tu comprends ce qui rend une entreprise spéciale et comment le communiquer aux gens. » Je travaillais tard dans la nuit pendant que James était en déplacement pour des voyages d'affaires de plus en plus fréquents. J'ai transformé le dressing en studio improvisé pour les appels clients, utilisant de vieilles couvertures d'étudiantes pour l'insonorisation. Chaque nouveau client était à la fois excitant et terrifiant. Excitant, parce que mon entreprise se développait. Terrifiant, parce qu'une découverte signifierait la confrontation. La courbe d'apprentissage a été abrupte. J'ai fait des erreurs, comme sous-facturer des projets complexes ou surestimer les délais. Mais j'ai appris vite. Chaque client m'a appris quelque chose sur les limites professionnelles et sur ma propre valeur. J'utilisais mes économies pour acheter du matériel et des logiciels essentiels, en dissimulant soigneusement les dépenses parmi les articles ménagers ou en payant en espèces. Ma liste de clients s'est allongée régulièrement au fil de l'année grâce aux recommandations et aux bouche à oreille. Au lieu de dépenser les bénéfices, j'en réinvestissais la majeure partie dans l'entreprise et commençais à mettre de l'argent de côté pour de futurs investissements. James restait inconscient de tout, attribuant ma confiance grandissante à mon adaptation à son style de vie plutôt qu'à mon épanouissement professionnel. Le tournant s'est produit lorsque j'ai travaillé avec une créatrice de bijoux locale dont les ventes ont explosé après ma campagne marketing. Son histoire à succès a été présentée dans un magazine pour petites entreprises. J'ai dû refuser d'être nommé, invoquant la confidentialité des clients, mais cette attention m'a donné de la crédibilité auprès de clients plus importants. Grâce à Sofia, j'ai rencontré Nathalie Kim, une entrepreneure dans le domaine de la technologie qui avait vendu sa première start-up pour une somme à 8 chiffres et qui lançait une nouvelle entreprise. Elle m'a d'abord engagé pour un petit projet, mais est rapidement devenue à la fois une cliente précieuse et une mentor. « Tu ne factures pas assez cher pour ton expertise », m'a-t-elle dit sans détour en examinant mes tarifs. « Triple tes prix et regarde comment les gens commenceront à traiter ton travail. » Elle avait raison. Augmenter mes prix a attiré des entreprises plus sérieuses, prêtes à payer pour la qualité. Nathalie m'a également initié à un monde d'investissement qui allait au-delà des comptes d'épargne. L'argent perd de sa valeur s'il reste inactif, a-t-elle expliqué. Avec ses conseils, j'ai commencé à investir stratégiquement dans des entreprises technologiques prometteuses, y compris sa nouvelle entreprise axée sur les solutions de référencement. J'ai commencé avec de petites sommes, mais à mesure que l'entreprise grandissait, mon portefeuille d'investissement aussi. L'ivresse de construire une entreprise florissante et de voir le rendement de mes investissements était enivrante. Pour la première fois depuis ma rencontre avec James, je me sentais vraiment vivante, motivée et indépendante. Je construisais quelque chose de valeur, entièrement par moi-même. Lors des réceptions, je continuais de jouer le rôle de l'épouse de James, souriant poliment pendant que les femmes de ses collègues discutaient de shopping et de conseils d'administration de charité. J'assistais à ses dîners de travail, jouant parfaitement le rôle de l'épouse de soutien, tout en gérant une entreprise en pleine croissance depuis la maison et en prenant des décisions d'investissement qui transformaient mon avenir. Ma double vie était épuisante mais stimulante.
Chaque nouveau client, chaque campagne réussie, chaque dollar gagné ou investi était un pas de plus vers une liberté dont je réalisais de plus en plus que je manquais dans ce mariage étouffant. À notre 5e anniversaire de mariage, la façade a commencé à se fissurer. Tout a commencé par un message qui s'est affiché sur le téléphone de James alors qu'il était sous la douche. L'écran de verrouillage montrait un SMS d'une certaine V. « Tu me manques déjà. » La nuit dernière était ? Le message a disparu avant que je puisse en lire plus, mais il a planté une graine de suspicion que je ne pouvais ignorer. James était devenu encore plus distant, rentrant souvent à la maison avec une odeur de parfum inconnu, expliquant que c'était dû aux accolades d'adieu avec des clientes. Plutôt que de le confronter immédiatement, j'ai observé. J'ai commencé à remarquer des schémas, les réunions tardives du jeudi qui se prolongeaient toujours jusqu'à 21h, les conférences du week-end sur des sites que je ne pouvais pas vérifier, une augmentation soudaine des dîners d'affaires, tous dans le même restaurant. Le jeudi suivant, j'ai dit à James que j'allais aider Sophia pour un événement à sa boulangerie. Au lieu de cela, je me suis garé près du restaurant qu'il fréquentait et j'ai attendu. À 20h30, sa BMW est entrée sur le parking. 10 minutes plus tard, une Audi argentée est arrivée et une femme aux longs cheveux bruns en est sortie. Même de loin, j'ai reconnu Vanessa Pierce, sa collègue de la société d'investissement. Je les ai vus s'étreindre d'une manière que de simples collègues ne feraient jamais, puis l'a embrassée sur le parking avant qu'ils n'entrent ensemble dans le restaurant. Mes mains tremblaient pendant que je prenais des photos avec mon téléphone. Mon estomac s'est noué, un mélange de chagrin et de fureur face à la trahison et à la confirmation de ce que je savais déjà. Je leur ai laissé 30 minutes. Puis je suis entré dans le restaurant. Ils étaient assis à une table dans un coin, sa main posée sur la sienne. Il se penchait vers elle, intime. Je me suis approché doucement. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Ça explique les réunions tardives, ai-je dit. Ma voix était remarquablement stable. James a sursauté. Son visage est passé par le choc, la culpabilité, et enfin l'irritation d'avoir été pris. Vanessa a eu la décence d'avoir l'air embarrassée, a attrapé son sac et a marmonné quelque chose à propos des toilettes. « Catherine, ce n'est pas ce que tu crois », a commencé James, utilisant le ton suave qu'il réservait aux clients difficiles. « Vraiment ? Parce qu'on dirait que tu dînes avec ta maîtresse pendant que ta femme te croit au travail. » La conversation qui a suivi semblait surréaliste. James a balbutié des excuses, a prétendu que c'était purement physique, et a eu l'audace de me reprocher son infidélité. « Tu as été tellement absorbé par tes petits projets en freelance », a-t-il dit en baissant la voix alors que les clients voisins commençaient à prêter attention. « Tu es devenue ennuyeuse, Catherine. Sans ambition. Quand as-tu fait des efforts pour notre mariage pour la dernière fois ? J'ai quitté le restaurant seul. J'ai conduit sans but dans la ville pendant des heures avant de rentrer à la maison. James est revenu après minuit, promettant de mettre fin à sa liaison, suggérant une thérapie, et même une seconde lune de miel. Pour des raisons que je ne comprenais pas entièrement à l'époque, j'ai fait semblant d'envisager une réconciliation. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Et ce n'était pas un mensonge. J'avais besoin de temps, non pas pour pardonner, mais pour planifier mes prochains mouvements. Les semaines suivantes ont été une masterclass de tromperie mutuelle. James est devenu temporairement attentionné, m'apportant des fleurs, suggérant des soirées en amoureux, pendant que je rencontrais des avocats spécialisés en divorce lors de prétendues réunions avec des clients. Teresa Washington, une avocate redoutable recommandée par Nathalie, m'a exposé la réalité. L'Illinois est un État à répartition équitable, a-t-elle expliqué. Sans contrat de mariage, le tribunal diviserait les biens en fonction de l'équité, pas nécessairement à parts égales. J'ai appris les complexités du divorce avec quelqu'un issu d'une famille riche et l'importance de tout documenter. Teresa m'a conseillé de rassembler des informations sur tous nos biens, comptes et investissements avant d'agir. La connaissance, c'est le pouvoir, surtout en matière de divorce, a-t-elle dit. Ma collecte minutieuse d'informations s'est brusquement arrêtée lorsque James a découvert mon historique de navigation sur notre ordinateur partagé. J'avais oublié d'utiliser le mode privé pour une seule recherche, procédure de divulgation financière et divorce. Sa colère a été immédiate et effrayante. Il m'a acculé dans la cuisine, agitant son téléphone avec une capture d'écran. « C'est donc ça que tu faisais ? Tu prévoyais de divorcer et de me prendre mon argent ?» Son visage était rouge. Une veine sur son front palpitait. « Comprends bien ça, Catherine. Sans moi, tu n'as rien. Rien. Les avocats de ma famille s'en assureront.
Je suis resté calme, ce qui n'a fait que l'enrager davantage. Je ne prévois rien, James, ai-je dit. Je faisais juste des recherches après ce qui s'est passé. N'aurais-tu pas fait la même chose? Il a semblé se calmer légèrement face à mon explication, mais la menace planait entre nous. Cette nuit-là, j'ai transféré tous les documents importants de mon entreprise sur un cloud sécurisé et j'ai commencé à copier des archives numériques sur une clé USB que je gardais dans un coffre-fort dont James ignorait l'existence. La révélation finale est arrivée 3 semaines plus tard. En nettoyant le placard, une tâche dont James ne se souciait jamais, j'ai trouvé une boîte à bijoux cachée à l'intérieur de ses bottes d'hiver. À l'intérieur se trouvait un reçu pour un bracelet en diamant de chez Tiffany, daté de 2 mois plus tôt. Je n'avais jamais reçu un tel cadeau. Même en connaissant la liaison, cette preuve de son investissement dans une autre femme m'a frappé de manière inattendue. Le reçu indiquait qu'il avait dépensé près de 15 000 $. Notre argent, pour Vanessa. Avant que je puisse pleinement assimiler la trahison, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. La voix de James, riant avec une femme, a résonné dans le couloir. Je me suis figé dans le placard. Quand ils sont entrés dans la chambre, ne s'attendant clairement pas à me trouver à la maison en plein milieu de la journée, je suis sorti et j'ai surpris James et Vanessa s'enlaçant au pied de notre lit. Le lit que nous avions partagé pendant 5 ans. « Catherine !» s'est exclamé James, ne faisant aucun effort pour se détacher de Vanessa. « Tu es censée être au travail. » « J'ai pris une demi-journée, ai-je répondu, surprise par mon propre calme. Apparemment, j'aurais dû appeler avant. La conversation qui a suivi n'a pas été la confrontation émotionnelle à laquelle les films m'avaient préparé. Au lieu de cela, James est devenu froidement pragmatique. « Eh bien, ça m'évite une conversation difficile », a-t-il dit en rajustant sa cravate. « Je veux le divorce, Catherine. Vanessa et moi prévoyons un avenir ensemble. » Sa confiance était absolue alors qu'il énonçait ses conditions. Il me permettrait généreusement de garder mes effets personnels et une petite somme pour me remettre sur pied. L'appartement, nos investissements, même les œuvres d'art que nous avions collectionnées ensemble, resteraient siens. Mes avocats te contacteront, a-t-il conclu, visiblement perplexe face à mon absence d'hystérie ou de supplication. Tu devrais commencer à chercher un autre endroit où rester, dès ce soir. En fait, ai-je dit, c'est encore légalement ma maison, donc je reste. Toi et Vanessa, vous pouvez chercher un hôtel. Son visage s'est assombri devant mon défi, mais Vanessa lui a tiré le bras. Allons-y, James. On réglera ça plus tard. En partant, James a lancé une dernière pique par-dessus son épaule, tu regretteras de ne pas avoir accepté mon offre généreuse. Quand mes avocats en auront fini avec toi, tu auras de la chance si tu peux te payer un studio dans le pire quartier de la ville. J'ai fermé la porte derrière eux, je me suis appuyé contre elle, et pour la première fois depuis la découverte de sa liaison, j'ai souri. James n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain du jour où j'ai surpris James et Vanessa dans notre chambre, il a déménagé la plupart de ses vêtements et de ses effets personnels de l'appartement. J'ai fait changer les serrures le jour même. Une mesure légalement discutable, mais qui m'a donné le temps de documenter nos biens avant qu'ils ne puissent retirer quoi que ce soit de valeur. L'hypothèse de James sur mon ignorance financière était claire dans la première offre de règlement que son avocat a envoyée. Un paiement unique de 75 000 $ et 6 mois de frais de subsistance en échange de ma renonciation à toute prétention sur nos biens communs, y compris l'appartement que j'avais contribué à faire nôtre pendant 5 ans. Il tâte le terrain, m'a expliqué Teresa quand je lui ai montré l'offre. Il pense que vous ne connaissez ni vos droits, ni l'étendue réelle de vos biens communs. Sous la direction de Teresa, j'ai formellement rejeté l'offre et j'ai lancé la procédure de divulgation financière, un mécanisme juridique obligeant les deux parties à déclarer tous leurs actifs et passifs. James, par l'intermédiaire de son avocat, a retardé et embrouillé le processus à chaque étape. C'est la procédure standard, m'a rassuré Teresa. Ils essaient d'épuiser vos ressources et votre patience, pour que vous acceptiez moins que ce que vous méritez. Ce que James ne savait pas, c'est que je ne comptais pas sur ces déclarations. J'avais passé des années à suivre discrètement nos finances communes, y compris des comptes dont il supposait que j'ignorais l'existence. Plus important encore, j'avais mes propres ressources croissantes, totalement inconnues de lui. Après mûre réflexion, Teresa et moi avons pris la décision stratégique de ne pas divulguer temporairement la pleine valeur de mon entreprise et de mes investissements pendant les premières phases de la négociation. Selon la loi de l'Illinois, une entreprise créée pendant le mariage est généralement considérée comme un bien matrimonial,
mais Teresa avait trouvé une exemption possible basée sur le fait que James avait activement entravé mon entreprise et n'avait fourni aucun soutien, financier ou autre. Nous le divulguerons au moment opportun, m'a-t-elle assuré. Pour l'instant, laissons-le croire à sa version de vous. Alors que la procédure judiciaire avançait à pas de tortue, James a lancé une offensive sociale. Nos amis communs ont cessé de répondre à mes appels. Les invitations se sont taries. Même le portier de notre immeuble, autrefois amical, est devenu froidement professionnel. J'ai appris plus tard que James avait répandu des rumeurs selon lesquelles je l'avais trompé, que j'étais émotionnellement instable et qu'il divorçait de moi malgré ses efforts héroïques pour sauver notre mariage. Dans les cercles où le nom de sa famille avait du poids, son récit était accepté sans discussion. La douleur de l'exil social a été plus profonde que prévu. Des gens avec qui j'avais partagé des repas, célébrés, me suis confié, ont disparu de ma vie à cause des mensonges de James. Tous, sauf Sophia et Nathalie, qui n'ont jamais failli à leur soutien. Les gens qui croient au ragot sans entendre les deux versions ne valent pas ton énergie, m'a dit Sophia autour de cupcakes d'urgence dans la cuisine de sa boulangerie après une journée particulièrement difficile. Concentre-toi sur la construction de ta nouvelle vie, pas sur le deuil de l'ancienne. Les tentatives d'intimidation de James se sont intensifiées lorsqu'il a réalisé que je n'allais pas accepter tranquillement ces conditions. Des appels tardifs remplis de menaces voilées, des avertissements qu'il s'assurait que je ne travaillerais plus jamais dans cette ville. Il a même suggéré qu'il pourrait signaler de faux problèmes fiscaux dans mon entreprise, une menace vaine puisque mes finances étaient impeccablement documentées. Sa famille s'est jointe à la campagne de pression. Sa mère, Hélène, m'a appelé pour avoir une conversation civilisée. Nous avons toujours su que tu n'étais pas la bonne personne pour James, a-t-elle dit avec une pointe de suffisance. Mais nous t'avons accepté parce qu'il t'a choisi. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, Catherine. Prends ce qu'on t'offre et pars avec dignité. J'ai gardé mon sang-froid, une compétence affinée au fil des années à endurer les insultes voilées lors des réunions de la famille Shannon. Merci pour votre sollicitude, Hélène. Je suivrai les conseils de mon avocate. L'excès de confiance de James a commencé à jouer contre lui. Croyant que je n'avais pas les ressources pour une longue bataille juridique, il a commis plusieurs erreurs critiques. Ne pas déclarer des comptes offshore aux îles Caïmans, pour lesquels j'avais des preuves, sous-évaluer son portefeuille d'investissement et prétendre que certains héritages familiaux étaient ses biens personnels, même s'ils nous avaient été clairement offerts en tant que couple. Teresa a méticuleusement documenté chaque incohérence, constituant un dossier qui s'apprête sa crédibilité au tribunal. Pendant ce temps, mon entreprise connaissait une croissance exponentielle durant notre séparation. Une campagne de marketing pour une chaîne de restaurants régionale est devenue virale, ce qui a conduit à des articles dans des publications professionnelles. J'ai décliné les interviews, invoquant des raisons personnelles, mais la reconnaissance professionnelle a attiré une vague de nouveaux clients. La véritable percée a eu lieu lorsque j'ai décroché un contrat avec une chaîne de distribution nationale pour moderniser leur stratégie de marketing numérique. Ce contrat à 6 chiffres a transformé mon entreprise, la faisant passer de réussie à exceptionnelle. J'ai embauché 3 employés, loué un petit bureau et commencé à refuser des clients dont les valeurs ne correspondaient pas à la mission de mon entreprise. Tout cela se passait alors que James et son équipe juridique continuaient de me dépeindre comme une pigiste en difficulté, dépendante de son soutien. Sa perception de moi comme une petite fille de province éblouie par sa richesse était devenue si rigide qu'il ne pouvait pas imaginer mon succès sans lui. La veille de l'audience finale au tribunal, je me suis assise seule dans l'appartement qui ne m'avait jamais vraiment semblé être mon foyer, réfléchissant à mon parcours. 5 ans plus tôt, j'étais si désireuse de plaire à James que j'avais commencé à me perdre. Sa trahison, aussi douloureuse soit-elle, m'avait forcé à redécouvrir ma force, mon ambition et ma valeur. J'ai préparé un petit sac de voyage. Quelle que soit la décision du juge, j'avais résolu de ne jamais passer une autre nuit à l'endroit où mon mariage s'était effondré. Mon nouvel appartement en attique était prêt, acheté par l'intermédiaire d'une société que James ne connaissait pas, meublé avec des pièces choisies pour leur beauté et leur confort, non pour leur statut. Alors que je fermais la fermeture éclair du sac, mon téléphone a sonné. Un message de Nathalie, « Demain, souviens-toi de qui tu es, pas de qui il a essayé de faire de toi. » Le matin de l'audience était clair et vif. Je portais un tailleur bleu marine, sobre mais confiant, et un seul bijou, un petit pendentif en diamant, un cadeau de Sophia et Nathalie pour le premier anniversaire de mon entreprise. Le diamant de l'indépendance, comme elle l'avait appelé. Je suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance, comme Teresa me l'avait conseillé.
James était déjà là, l'air cher dans un costume gris anthracite. À côté de lui se tenait son avocat, Lawrence Wilson, associé principal d'un des cabinets les plus prestigieux de Chicago, connu pour les divorces agressifs en faveur de clients fortunés. James a souri avec suffisance en me voyant, s'est penché vers Lawrence et a murmuré quelque chose qui les a fait rire tous les deux. Sa confiance était palpable. Il croyait que ce n'était qu'une formalité avant une victoire inévitable. Teresa est arrivée quelques minutes plus tard, impeccable dans un tailleur rouge qui se détachait des tons sourds du palais de justice. Contrairement à Lawrence, qui était flanqué d'une équipe de collaborateurs juniors, Teresa travaillait seule. Pourtant, elle dégageait la compétence calme qui m'avait rassuré dès notre première rencontre. « Prête ?» a-t-elle demandé. Son visage ne laissait rien transparaître aux observateurs extérieurs. « Plus que prête », ai-je répondu. La salle d'audience de la juge Margaret Thompson était austère et imposante. La juge elle-même, une femme d'une soixantaine d'années avec des mèches argentées dans ses cheveux sombres et un regard perçant, était connue pour son équité et son intolérance au théâtre ou à la manipulation émotionnelle. Lorsque la procédure a commencé, James a offert une performance digne d'un prix. Son témoignage le dépeignait comme un mari dévoué qui avait soutenu les modestes ambitions professionnelles de sa femme, pour n'être accueilli que par de l'ingratitude et des exigences déraisonnables. « Je veux juste une résolution équitable, votre honneur », a-t-il dit, modulant sa voix pour exprimer une déception raisonnable. J'ai offert à Madame Shannon un règlement généreux qui lui permettrait de maintenir un style de vie confortable pendant qu'elle reconstruit sa carrière. Lawrence a présenté leurs arguments pour la division des biens, soulignant la richesse familiale de James comme un bien propre, minimisant mes contributions et affirmant que l'appartement, acheté principalement avec ses revenus, devrait lui rester. Je suis resté calme, impassible face aux inventions de James, ne montrant aucune émotion. La juge Thompson me jetait des regards occasionnels, son visage indéchiffrable. Au moment de signer le décret initial dissolvant notre statut marital en attendant le règlement financier, James en a fait tout un spectacle. Il a signé avec une fioriture, laissant échapper un petit rire en rangeant son stylo main blank. En passant près de moi, il a marmonné « Profite bien de ton retour au sous-sol de tes parents ». La présentation de Teresa a commencé avec une précision tranquille, un contraste saisissant avec le théâtre de Lawrence. Elle a exposé les preuves de la tromperie financière de James, les comptes cachés, les dépenses somptuaires pour Vanessa et un schéma de contrôle financier. « Votre honneur », commença Teresa, « Monsieur Shannon n'a pas été transparent sur les biens communs comme l'exige la loi de l'Illinois. » Elle a présenté la documentation des comptes non déclarés, date, numéro de compte, solde estimé. James s'est agité sur son siège. Son expression suffisante a cédé la place à des regards anxieux vers Lawrence. Son avocat a demandé une brève suspension, mais la juge Thompson l'a refusé. « Poursuivez, maître. Je suis particulièrement intéressé par les actifs cachés. » L'atmosphère dans la salle d'audience est devenue tendue alors que Teresa exposait méthodiquement les manœuvres financières de James. L'expression de la juge devenait de plus en plus sévère à mesure que les preuves s'accumulaient. De plus, votre honneur, a poursuivi Teresa, nous demandons à la Cour de considérer le bien propre de Madame Shannon, créé pendant le mariage sans aucune contribution ou soutien de la part de Monsieur Shannon. C'était le moment que nous avions préparé. La juge Thompson a levé les yeux de ses notes. Veuillez clarifier, maître. Madame Shannon a fondé une entreprise de marketing numérique pendant le mariage. Non seulement Monsieur Shannon n'a pas soutenu cette entreprise, mais il l'a activement condamnée et a rabaissé ses ambitions professionnelles, comme en témoignent les correspondances. Teresa a présenté des emails et des messages où James qualifiait mon entreprise de passe-temps et décourageait mes objectifs entrepreneuriaux. La juge Thompson a examiné attentivement les documents avant de s'adresser à moi directement pour la première fois. Madame Shannon, la Cour exige une divulgation financière complète des deux parties. Avez-vous fourni des données complètes sur votre entreprise? Pas encore, votre honneur, ai-je répondu. Comme nous l'avions prévu, ma déclaration financière complète est prête à être soumise aujourd'hui. Teresa a remis au greffier une enveloppe scellée contenant ma déclaration financière complète, un document que nous avions stratégiquement gardé jusqu'à ce moment. Je demande à la Cour d'examiner la déclaration financière de Madame Shannon avant de prendre une décision sur la division des biens, a déclaré Teresa. La juge Thompson a hoché la tête et a ouvert l'enveloppe. Le silence est tombé sur la salle d'audience pendant qu'elle lisait. Ses sourcils se sont légèrement haussés, le seul indice de surprise de la part de la juge habituellement stoïque. Après ce qui a semblé une éternité,
Elle a levé les yeux. Pour le procès-verbal, je vais lire la liste des actifs de Madame Shannon. Mon cœur battait la chamade alors qu'elle commençait. Catherine Grand Digital Solutions, une entreprise de marketing numérique fondée il y a 3 ans. Valorisation actuelle basée sur les revenus et les contrats, 4 200 000 $. La tête de James s'est redressée d'un coup. Son air incrédule était presque comique. Portefeuille d'investissement, comprenant des actions dans des entreprises technologiques et des startups, 1 800 000 $. James s'est agrippé à la table. Ses phalanges sont devenues blanches. Immobilier. Une propriété acquise il y a 3 mois, évaluée à 950 000 $. À ce stade, James avait l'air physiquement malade. Son visage était devenu pâle, son corps figé par le choc. Laurence lui chuchotait quelque chose avec ferveur, mais James semblait incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Total des actifs s'élevant à 6 950 000 $, a conclu la juge Thompson. La salle d'audience était silencieuse. James me regardait comme une étrangère. À ce moment-là, je n'ai ressenti ni triomphe ni satisfaction, seulement un profond soulagement que la vérité soit enfin consignée. La juge Thompson a rompu le silence. Monsieur Shannon, souhaitez-vous reconsidérer vos déclarations précédentes concernant la dépendance financière de Madame Shannon à votre égard? James semblait incapable de parler. Laurence s'est rapidement levée. Votre honneur, nous n'étions pas au courant de ces actifs. Nous affirmons que, puisqu'ils ont été acquis pendant le mariage, Monsieur Shannon a droit à une part équitable. Teresa était prête pour cet argument. Votre honneur, nous attirons l'attention de la Cour sur le paragraphe 23 du contrat de mariage des Shannon, signé par les 2 parties avant le mariage. C'était notre carte maîtresse. En examinant le contrat de mariage des années plus tard, Teresa avait découvert une clause incluse par les avocats de James. Toute entreprise établie par un conjoint pendant le mariage sans contribution financière de l'autre reste un bien propre en cas de divorce. La clause avait probablement été incluse pour protéger les entreprises potentielles de M. Shannon, expliqua Teresa. Cependant, la formulation s'applique également à l'entreprise de Mme Shannon, qu'elle a créée sans le soutien financier de M. Shannon. La juge Thompson a examiné l'accord, hochant lentement la tête. La formulation est en effet claire. Continuez, Maître Washington. Teresa a raconté comment j'avais bâti l'entreprise à partir de rien, en utilisant mes propres économies et en réinvestissant les bénéfices, tandis que James entravait activement mes efforts. Elle a présenté des déclarations de clients et de ma mentor, Nathalie, confirmant mon travail indépendant et mon sens des affaires. Pendant la présentation de Teresa, j'observais James, l'homme qui 1 heure plus tôt riait en signant les papiers du divorce, maintenant assis, figé. Sa confiance était brisée en 1000 morceaux. Vanessa, assise dans le public, s'est discrètement éclipsée de la salle. Son expression était illisible. La juge Thompson s'est retirée pendant une demi-heure pour étudier les documents avant de rendre sa décision. À son retour, son jugement était sans appel. Sur la base des preuves présentées et des termes du contrat de mariage, la Cour reconnaît que Grand Solutions et le portefeuille d'investissement associé sont des biens propres appartenant uniquement à Madame Shannon. James laissa échapper un son étouffé, quelque chose entre un soupir et une protestation. De plus, continua la juge, considérant que M. Shannon n'a pas entièrement divulgué les biens communs comme l'exige la loi, la Cour penche vers une division des biens matrimoniaux restant plus favorable à Madame Shannon. Le reste de son jugement était un flot confus de jargon juridique, mais le résultat était clair. Je conservais mon entreprise, mes investissements et mon nouvel immobilier. De plus, je recevais la majorité des biens communs en raison de la tromperie de James. Le condominium serait vendu et le produit divisé selon la formule de la juge. Alors que nous nous levions pour partir, James s'est approché de moi. Son avocat a tenté en vain de le retenir. « Tu as tout planifié ?» a-t-il chuchoté, le visage tordu de rage et d'humiliation. « Toutes ces années, tu as juste attendu pour me détruire. » Je l'ai regardé, cet homme que j'avais autrefois aimé, maintenant un étranger consumé par son rôle de victime. « Non, James, ai-je dit. Je construisais quelque chose pendant que tu détruisais ce que nous avions. C'est ça, notre différence. » Teresa m'a doucement éloigné. James est resté seul dans la salle d'audience vide, entouré des ruines de son complexe de supériorité. Quitter le palais de justice ce jour-là ressemblait moins à une victoire qu'à une libération. Le poids de la tromperie, celle de James et mon secret forcé, s'est levé de mes épaules à chaque pas sur les marches de marbre.
James a essayé de m'intercepter à l'extérieur. Son ancienne fureur avait été remplacée par un charme anxieux. Catherine, nous devrions parler seuls. Il semble que je t'ai sous-estimé. Peut-être avons-nous précipité notre séparation. J'ai failli rire de la transparence de son intérêt soudain pour une réconciliation. Maintenant qu'il connaissait ma situation, j'étais de nouveau digne de son attention. Vanessa n'était nulle part en vue. Il n'y a rien à dire, James. La cour a rendu sa décision. Son sourire a vacillé. Tu sais que je tiens toujours à toi. Nous avons construit une vie ensemble. Tous tes succès professionnels, nous pourrions unir nos forces. Imagine le couple de pouvoir que nous pourrions être. Teresa s'est interposée entre nous. Monsieur Shannon, toute communication future se fera par l'intermédiaire des avocats. Ce soir-là, j'ai retrouvé Sophia, Nathalie et Teresa pour dîner dans un restaurant tranquille avec vue sur la rivière Chicago. Nous avons commandé du champagne, non pas pour célébrer la défaite de James, mais pour trinquer à un nouveau départ. À Catherine, a levé son verre Nathalie, qui a bâti un empire pendant que l'idiot regardait ailleurs. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans mon nouveau Penthouse. Un espace avec des vues panoramiques sur le lac et un agencement ouvert, parfait pour vivre et travailler. Contrairement au luxe stérile du condominium que je partageais avec James, cet endroit dégageait de la chaleur et de la personnalité dès le premier jour. Le divorce étant finalisé, je pouvais enfin parler ouvertement de mon entreprise. J'ai agrandi le bureau à un étage entier en centre-ville, embauchant une équipe de spécialistes du marketing talentueux qui partageaient ma vision d'aider les entreprises à s'engager de manière authentique avec leurs clients. L'entreprise a dépassé mes rêves initiaux. À la fin de la première année après le divorce, nous avions des clients dans tout le pays et des projets d'expansion internationale. J'ai nommé Sophia directrice des opérations. Ses compétences organisationnelles et son sens des relations humaines complétaient mon approche créative et stratégique. L'une des expériences les plus curatives a été de renouer avec ma famille. James m'avait subtilement isolé d'eux, rendant les voyages à la maison difficiles et les critiquant par la suite. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé les vacances dans l'Indiana, riant dans la cuisine de mes parents, jouant avec mes nièces et neveux, et me souvenant des valeurs solides qui m'ont façonné. Nous avons toujours su que tu étais spécial, m'a dit ma mère lors d'une visite. Nous avions juste peur que tu l'oublies. Malgré mon succès professionnel, les séquelles émotionnelles du divorce n'ont pas toujours été faciles à supporter. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en colère contre les années passées à me dévaloriser pour répondre aux attentes de James. Il y a eu des moments où j'ai douté de ma propre santé mentale, me demandant comment j'avais pu ignorer les signaux d'alarme. Réalisant que j'avais besoin d'aide, j'ai commencé à travailler avec une thérapeute, le Dr Harper, spécialisée dans la guérison des relations manipulatrices. Elle m'a aidé à comprendre la nature progressive de la manipulation émotionnelle et comment même les personnes fortes et intelligentes peuvent être vulnérables. La guérison est un processus non linéaire, me rappelait-elle souvent. Certains jours, vous vous sentirez forte en raison du chemin parcouru. D'autres jours, cela fera encore mal. Les deux sentiments sont normaux. 6 mois après le divorce, j'ai utilisé une partie de mes ressources pour créer un fonds d'éducation financière pour les femmes, les aidant à atteindre l'indépendance économique, en particulier celles qui sortent de relations contrôlantes ou abusives. Nous offrions des subventions, du mentorat et une formation pratique en gestion financière et en entrepreneuriat. Le fonds est devenu une plateforme pour parler lors de conférences d'affaires féminines sur l'éducation et l'indépendance financière. En me tenant sur des podiums à travers le pays, partageant mon histoire et mes leçons, j'ai trouvé un but en transformant une expérience douloureuse en guide pour les autres. L'indépendance financière n'est pas seulement une question d'argent, est devenue mon message. C'est la liberté de faire des choix basés sur vos valeurs, pas sur la nécessité ou la peur. Presque exactement 1 an après la finalisation du divorce, j'ai croisé James lors d'un gala de charité où j'étais venu avec Nathalie. Il avait l'air plus âgé, moins impeccable que dans mon souvenir. Il s'est approché avec précaution. Sa nouvelle compagne, Vanessa, planait maladroitement à proximité. « Tu es radieuse, Catherine », a-t-il dit. Son ton manquait de l'ancienne assurance. « J'ai entendu dire que ton entreprise fait des choses incroyables. » « C'est le cas, ai-je répondu. « Je ne l'ai jamais vu », a-t-il admis après une pause gênante. « Ton potentiel. J'étais tellement concentré à te modeler en l'épouse que je pensais que tu devais être que je n'ai pas vu qui tu étais vraiment. » J'ai regardé l'homme autour duquel j'avais autrefois construit ma vie, ne ressentant ni haine ni amour.
Seulement une compassion distante pour quelqu'un qui mesurait la valeur selon des normes si étroites. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, James, ai-je dit sincèrement avant de retourner à notre table avec Nathalie et les autres. Ce soir-là, dans le calme de ma maison, j'ai réfléchi à l'étrange chemin qui m'a mené ici. Ce qui semblait être un rejet final, la liaison de James et sa négligence cruelle, est devenu le catalyseur de ma libération. Sa tentative de me rejeter m'a forcé à redécouvrir ma valeur. J'ai recommencé à sortir, abordant les relations avec des limites plus saines et une compréhension claire de mes principes. Je n'avais plus besoin de me conformer aux attentes des autres. La bonne personne m'apprécierait telle que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Ma vie n'est pas parfaite maintenant. La vie de personne ne l'est. Mais elle est authentiquement mienne. Chaque décision, du choix des clients à l'art sur mes murs, reflète mes valeurs, pas les attentes de quelqu'un d'autre. La fortune qui a choqué James au tribunal continue de croître. Mais plus important encore, mon sentiment de but et de paix aussi. Si vous regardez ceci et que vous vous trouvez à un carrefour ou que vous vous sentez sous-évalué, souvenez-vous que parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité un nouveau départ déguisé. Votre valeur n'est pas définie par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Avez-vous déjà été sous-estimé pour ensuite prouver le contraire? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si mon histoire résonne en vous, veuillez mettre un j'aime, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par la perception des autres.